Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Yacine Bellous. Oh là là, mais quelle joie. Yacine Bellous qui est là. Pour moi, c'était très important de l'avoir pour la première de Dinguerie Room. Parce que c'est un artiste complet, un stand-upper, un auteur, très bon auteur, un réalisateur, un acteur, un comédien, tout, haricots verts, tout. Voilà. Vraiment, il y a tout. Il y a tout. C'est une private joke entre lui et moi parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Il faudra qu'on parle de ce philosophe. Patson, philosophe. Tout à l'heure, je pensais à ça chez moi. Et je disais, comme disait Patson, le philosophe a l'ego. Elles vont nous tuer. Voilà. Parce que des fois, il avait des petites phrases comme ça qui nous permettaient en fait d'avoir des private jokes. Donc, haricots verts tout, ça veut dire vraiment tout, la complète. Absolument tout. C'est voilà. Donc Yacine Bellous est un artiste haricots verts tout. C'est vraiment ça me complet. Touche. Merci Amel. Moi, je suis très content et je dois dire que tu reçois vraiment très bien. Je dis pour les autres invités, tu m'as dit qu'est-ce que tu veux boire ? J'ai dit je voudrais bien boire de l'eau pétillante si t'as, ça fait plaisir. Et j'arrive et il y a 7 bouteilles d'eau pétillante différentes, de marques différentes que je ne connais pas. Et donc c'est incroyable. J'ai l'impression d'être reçu, tu sais, dans un palace où on me dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur ? Voulez-vous de l'aquagène ? Voulez-vous de la VCH Barcelona ? Et tout ça, c'est une prod derrière. Hein. C'est Raph qui est là, c'est Clem, c'est Engel Production. Voilà, heureusement qu'ils sont là parce que sinon il y aurait eu de l'eau du robinet, je pense. Mais moi je m'attendais à un gobelet, je m'attendais à un goblito. Non, c'est la classe. Écoute, je suis super contente de te recevoir pour la première. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça veut dire quelque chose. Ce podcast, on va parler stand-up à chaque fois. L'invité, ce sera un humoriste, un auteur ou un MC. En tout cas, quelqu'un qui a une relation particulière avec l'humour ou le stand-up. Et pour moi, t'es vraiment... Tu sais, on le dit entre nous, tu le sais très bien. T'es l'humoriste préféré des humoristes. Ah, ça me fait plaisir. Je sais pas si t'es au courant. Il y a beaucoup, j'ai déjà entendu ça, mais j'ai pas parlé à tous les humoristes. Ouais. Il y a plein d'humoristes qui m'aiment bien. Et ça me fait plaisir parce que c'est les collègues, c'est ses pairs, tu vois. Donc avoir du respect de ses pairs, c'est quand même un but cool. Et en plus, ils ont de la maille, ces bâtards. Donc, ils peuvent venir voir mon spectacle et payer des places. Non, on s'invite entre nous. Mais non, mais c'est toujours super flatteur d'entendre que ses collègues aiment bien son travail. Maintenant, je t'avoue, j'ai un projet secret, c'est de devenir l'humoriste préféré ou pas, hein, mais juste toléré du public aussi, tu vois. C'est-à-dire que même si c'est pas préféré, mais c'est qu'ils viennent aussi voir le show. Parce que c'est bon, j'ai les humoristes, j'ai fait le premier cercle. Si je peux avoir un peu plus derrière, franchement, ça me permettra de... Ouais, voilà. En tout cas, pour Dinguerie Room, c'était important que j'ai ta bénédiction. Ah, mais moi, je trouve ça super de faire ce podcast et le titre est incroyable. Dinguerie Room, quoi. C'est ça. C'est la room de la dinguerie. C'est la room de la dinguerie. L'endroit où se passera beaucoup de dingueries. Exactement. Et je pense que le stand-upper en lui-même est un peu dingue. Ouais. Et a des expériences dingues à chaque fois, que ce soit sur scène, hors scène. On a souvent des anecdotes à raconter, des trucs un peu fous qui nous est arrivé. C'est vrai. Et nous, on fait partie de la même promotion, de la fac du stand-up. Ouais. C'est le stand-up. C'est le Poudlard. J'avais une blague avec ça aux étudiants en première partie de Dedo, que Jamel Comedy Club. C'est comme le Poudlard avec, tu sais, Harry Potter. Oui. Sauf que Dumbledore, c'est un petit Marocain avec une main dans la poche. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. Finalement, Jamel Debbouze, c'est le Dumbledore du stand-up. C'est une personne qui a fait des promotions et puis il disait toi t'es gentil, toi t'es méchant, Serpentard, Gryffondor, tu vois. Il y a des gros bâtards du stand-up, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gars, c'est le mal, voilà. Et il y a des gars hyper coolos, tu vois ce que je veux dire. Il y avait plein de sections, mais on se retrouvait tous à la table à midi, comme dans Harry Potter. Avec le petit on Maroc. mange tous. Ouais, bah c'est Melja, quoi. C'est quand même la star du stand-up de France. Je pense que Jamel, c'est vraiment le gars qui a réussi à ouvrir la mer en deux. Parce que, dans un sens, on avait tous des envies, des velléités, mais lui, il a quand même, avec Kader Aoun, hein, ils ont réussi à deux, je pense, à ouvrir Canal+ à des gens
qui n'était pas prévu pour être sur Canal+ à la base. Hein. Donc, on a eu beaucoup de chance de passer par là. Et bien qu'il y ait eu des tas d'anecdotes autour, des positives, des moins positives, faut quand même voir que ça a été une chance merveilleuse et que ça a déclenché un mouvement comme la boxe thaï en fait. C'est-à-dire que pour moi, le stand-up, dans les années 2000, c'était pareil que le rap et la boxe thaï. Il n'y avait pas au départ. Il n'y avait pas. Et d'un coup, bam! Ah ok, on peut faire ça. Super. Et les gens m'attrapaient dans la rue. Alors ça t'est arrivé aussi. Comment on fait? C'est quoi le délire? C'est quoi la magie? La formule magique? Comme s'il y avait une salle où tu pouvais aller t'inscrire à des cours. Et puis, et en fait, il n'y en avait pas vraiment. Donc c'était difficile de dire ça. On s'est tous retrouvés dans cette aventure par des chemins hyper différents. Ouais. Complètement. Et alors, on peut dire qu'on est les premiers un peu de cette mouvance, puisque c'est la saison 1 du Jamel Comedy Club, où on retrouve tous les deux, donc Yacine Bellouz, des Fabrice Eboué, des Blanche Gardin, Thomas Njijol. Pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas trop, peut-être qu'ils connaissent Frédéric Shaw, Dedo. Et surtout, de cette période-là, on a été les premiers à utiliser vraiment sans problème le mot stand-up. C'est-à-dire qu'avant, les gens disaient pas beaucoup stand-up, ils disaient spectacle, one-man show, voilà. Et nous, on a beaucoup mis en avant ce terme qui est ultra américain et qui nous a un peu été reproché parce qu'effectivement, c'est prendre directement un concept américain, une manière d'être américanisé, etc., et de l'importer tel quel en France. Mais sauf que nous, on a été bercés à ça. Et puis, c'était une contre-culture à l'époque, parce qu'il y avait Dave Chappelle qui faisait du stand-up, Chris Rock, etc., mais c'était pas des choses qui étaient accessibles comme aujourd'hui sur Netflix. C'était des choses plus underground, plus... je dirais pas contre-culture, mais sous-culture. C'est-à-dire qu'il y avait l'humour français, c'était Chambé, Gad Elmaleh, Jamel et tout, mais... Et Muriel Robin, il y avait des gens seuls sur scène. Absolument, c'était des gens qui sont formidables. Hein. Et puis, il y avait cette idée d'avoir des éléments qui sont plus durs, plus rares à trouver. Et moi, je me souviens beaucoup de Dave Chappelle, parce qu'il y avait le Chappelle Show, qui était quand même une émission à sketch incroyable, où il y avait du stand-up et de la musique, qui était plus difficile à trouver. Et où peut-être, nous, notre génération, on s'identifiait plus. On respectait beaucoup Muriel Robin, Pierre Palmade, etc. On savait très bien que c'était rigolo, mais peut-être qu'on s'identifiait plus à Dave Chappelle. Moi, j'ai adoré, j'ai grandi avec Les Nuls, Les Inconnus et tout, c'est hilarant. J'ai revu encore des Inconnus, là, et c'est disponible sur YouTube, c'est vraiment, vraiment très, 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 très fort, quoi. Puis, il produisait énormément, très rapidement. Mais il manquait des gens qui nous ressemblaient un peu. En tout cas, moi, tu vois, moi j'ai grandi en banlieue parisienne et je suis maghrébin. Donc pour moi, il n'y avait pas un gars qui me ressemblait vraiment. Et quand Jamel est arrivé et qu'il parlait verlan et qu'il disait certains mots que je connaissais dans la vie de tous les jours, eh ben il y avait une connexion en fait de se dire ah mais il parle un peu comme un mec marrant parle du coin. Et puis après il y a surtout eu Ramzy. Et à Ramzy, on l'oublie beaucoup trop souvent, je trouve, qui est pour moi un héros. Je l'ai croisé en plus une fois, j'ai dit tout, j'ai dit je t'aime trop, t'es mon héros et tout. Mais c'est parce que Ramzy, il avait en plus ce côté pas être vraiment une Kaira. Parce que Jamel, il y avait un côté un peu rue, casquette, et donc il y avait des codes un peu street. Alors que Ramzy, il avait un t-shirt Levi's noir. Et Eric pareil, et il revendiquait pas particulièrement une identité genre je suis une caille, je suis de la rue, machin. Ça se rapproche plus de toi. Ouais, plus absurde, plus stupide, et c'est ce que moi je vivais avec beaucoup d'amis à Aubervilliers. On était plus Ramzy que Jamel finalement. Ouais, donc on a ramené un peu cette culture du stand-up et ce fameux micro. Ouais. Le fameux micro où par exemple moi j'ai une anecdote où je passe des essais un casting des essais pour jouer au point virgule, les 30 points. À l'époque déjà il y avait déjà ça et j'arrive avec mon micro toute contente et tout, je me dis c'est bon, elle me dit mais enfin c'est ridicule, c'est une salle de 30 personnes. Je fais mais non mais c'est ça, c'est la posture, prendre la parole sur le ton de la conversation avec un micro, c'est ça. Elle me dit non vous enlevez ça et puis de toute façon vous allez pas faire le mais truc. C'est magnifique parce que c'est vraiment c'est la confrontation du théâtre et du cabaret. C'est vraiment cette confrontation très anglo-saxonne, je dirais. Et notre héritage de Molière, porter la voix. C'est ça, parce que si tu es un bon comédien, on doit t'entendre au fond. Et cette énorme différence avec les bars et les endroits où le stand-up s'est développé aux États-Unis, où les gens montaient et parlaient, et donc ils avaient besoin de se faire entendre. Et ce n'est pas du tout la même culture. C'est-à-dire que nous, on a un héritage théâtral ultra lourd, ultra
castrateur parce qu'on nous disait que Molière, c'était ça la vie. La comédie française. La comédie française, les acteurs, les vers. Moi, j'ai fait des... Tu viens du théâtre Ouais, aussi. je viens du théâtre. À Saint-Denis, t'étais dans une troupe de théâtre. Ouais, à Stein particulièrement, et du studio théâtre de Stein. Mais justement, là-bas, ils nous apprenaient qu'on pouvait posséder le théâtre, on pouvait le récupérer, qu'il était à tout le monde. Et ce qu'on a vécu, nous, en tant que stand-up, c'est l'appropriation d'une scène qui était interdite à beaucoup. C'est-à-dire que les comédiens, le théâtre, pour plein de gens, c'était rébarbatif à mon époque parce qu'on nous avait sacralisé et on nous parlait pas de cet aspect auteur. Molière, c'était pas c'était pas un noble, c'était un gars qui traînait avec ses copains, qui écrivait ses pièces. Il était peut-être génial et ultra doué, mais c'était quelqu'un qui s'est approprié cet art-là. Et on nous a jamais dit ça, on nous a dit c'est sacré. Et donc, le stand-up, ça ouvre. Et c'est accessible, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est accessible aussi. Par exemple, si tu veux faire du tennis, il te faut une bourse quand même, tu vois. Il te faut un peu d'oseille, il faut acheter les raquettes, le golf aussi. Ouais. Là, tu viens avec un propos, il te faut un papier, un stylo, ou même rien. Mais rien, tu peux venir et parler. Et ça rend le tout démocratique, mais en même temps, c'est un peu faux aussi, parce que pour pouvoir... produire quelque chose d'intéressant sur scène, faut énormément de temps, de travail. Et donc, il y a une énergie, un investissement que tout le monde ne peut pas se permettre parce qu'il faut quand même le temps de gratter, de passer ses soirées dans des clubs, tu vois. Faut quand même, financièrement, il y a... C'est ou pas t'habites si, chez tes parents. Voilà, c'est pas si neutre. Okay. C'est vrai que, comparé à avoir une carrière de théâtre, le stand-up permet quelque chose d'immédiat. Et surtout, ce qu'on demande, c'est qui es-tu ? Voilà. C'est beaucoup plus violent que le théâtre, donc c'est pour ça qu'il y a moins de gens qui sont théâtreux qui font du stand-up. C'est beaucoup plus violent parce que tu es en rapport direct avec le public et on te demande d'être marrant. Donc si t'es pas marrant, ça s'entend tout de suite et donc il y a une violence dans le jugement qui n'est pas une conversation après 1 heure de répétition avec le metteur en scène, avec des mots, des euphémismes. Je pense que là, vraiment, t'as été au bout de toi-même, il y a une sensibilité un peu farouche. Il y a pas ça. C'est t'es marrant ou t'es pas marrant. C'est tellement manichéen que c'est ultra violent. Et moi, je sais pour venir du théâtre que c'est ce qui me plaisait dans le stand-up. Et des fois, entre nous, on se le dit, mais ça ressemble aussi à une drogue parce que je trouve c'est un peu c'est l'équivalent d'un petit shoot de crack. Ah, de ouf. Parce que justement, tu dois à chaque fois, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, et je suis encore tout le temps à la recherche du moi que j'ai eu très peu de fois. Une fois, t'étais témoin. Ouais. Et parce que c'est très dur d'être son soi. Et ce petit caillou, quand j'ai eu mon petit quecras, mon petit quecras où t'étais témoin, où on avait pris des gens dehors. C'était toute une aventure, c'est-à-dire qu'il y avait le contexte. On faisait le Comedy Club venait d'ouvrir, il y avait pas beaucoup de monde. Alors ça paraît fou maintenant parce qu'il est complet tout le temps, mais quand le Jamel Comedy Club sur le boulevard Bonne Nouvelle ouvrait, donc en 2008, il y avait des soirées qu'il fallait remplir. Et il y avait des soirées le mardi où on était censé tester des trucs, tu vois. Et il y avait personne parce qu'il y avait pas de publicité, donc je sais plus qui a dit venez, on va dehors. On va dehors. Ouais. On était un peu connus parce qu'on avait fait l'émission, donc les gens reconnaissaient certaines personnes. On va sur les terrasses et on leur dit vous voulez pas voir un spectacle, c'est gratuit. Vous venez comme ça, nous on s'entraîne à faire nos sketchs et puis vous passez un moment sympa, quoi. Ça va durer 1 heure et voilà. Et c'est gratuit, donc venez, c'est rigolo. Et on a fait du rabattage un peu comme à Avignon, tu vois, comme si on donnait des tracts à Avignon et on a eu, je sais pas, une 40aine de personnes. Le Comedy Club était presque encore en travaux. La lumière n'était pas finie, quoi, tu vois. Et toi, t'es monté et t'as eu enfin pas ton personnage, tu étais toi-même vraiment. Quand je suis avec vous dans la vie. Avec nous dans la vie, ce qui est très difficile à retrouver sur scène parce qu'il y a une énorme pression. Parce que être face à des gens qui sont assis et qui te regardent en silence, ton cerveau reptilien, il te dit cours, il te dit fuis, c'est danger. Donc, tu as une attitude. Qui se modifie, c'est pas... Et ce jour-là, j'ai eu ce petit shoot et je l'ai retrouvé 5 fois. Ouais, mais c'était incroyable. Les gens ne savent pas. C'est-à-dire que c'était incroyable. C'est-à-dire que la manière que tu avais de parler, enfin, c'est vraiment, il se passe quelque chose de cathartique, de magique, où tu réunis tout et il y a plein de choses qui se lisent en toi, juste physiquement, qui sont pas du tout... juste des blagues en fait. En fait, on s'en fout des blagues. Généralement, les comiques, au bout d'un moment, ils disent tu sais, les comiques, ils rigolent pas. Ils disent c'est marrant. Oui. Tu vois, ils disent, il y a des comiques qui rigolent pas beaucoup. Ouais. Ils font c'est marrant. Ouais. Et je pense que il y avait ce truc-là ce jour-là en toi qui était t'es sorti de toi-même
T'étais pas dans une sorte de représentation de blague. T'as vraiment parlé avec le cœur. Et puis, quand on a ça sur scène, cette honnêteté-là, bah, c'est vachement beau à regarder, quoi. Et après, on recherche ça toute notre vie. Ouais. Toute notre vie, dans les clubs, on joue 2-3 fois par soir pour rechercher ce petit caillou de Quecra. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai rejoué après du théâtre. Ouais. Et j'avais tellement l'habitude d'avoir des hauts niveaux de plaisir sur scène ou de peur. En fait, il se passait quelque chose, quoi. C'était, tu arrives à maîtriser la situation, t'en sortir, ou alors c'est l'humiliation. Il se passe quelque chose. Il n'y a pas l'un ou l'autre. Il n'y a pas un middle, quoi. C'est pas bof. J'avais tellement ça que quand j'ai repris le théâtre et que j'ai joué dans des pièces, je me faisais chier sur scène. Parce que j'attendais la réplique de l'autre, j'étais là, ok, c'est lent, tout est au ralenti. Alors que quand tu es sur scène, dans ton spectacle ou quand tu testes un nouveau passage, ça va vite. Tu es toi-même qui parle, plus toi-même qui réfléchis, tu t'es triplé. C'est très compliqué à expliquer, mais il se passe énormément de choses dans la tête de quelqu'un sur scène. Même le beat, c'est bizarre, mais il se passe quelque chose. Il se passe un truc dans ton documentaire. Il y a une phrase où tu dis le bide, où c'est pas toi qui le dis. Je ne sais plus qui le dit, mais le bide, un raz-de-marée de silence. Ouais, mais ça, c'est Bill Burr. Exactement. Bill Burr qui dit, c'est un raz-de-marée de rejet et de silence. C'est-à-dire que je pense que je m'étais jamais senti autant rejeté que en faisant du stand-up. Et c'est quelque chose qui t'apprend sur la vie, en fait. Tu te dis, waouh, c'est possible qu'il y ait 100, 200, 1000 personnes qui me disent non. C'est-à-dire, tu dis ta phrase, voilà, moi, je pense que quand même, des fois, non. Waouh! Et t'as 1000 personnes d'un coup qui te disent ça, c'est chaud. C'est-à-dire que t'es sur scène. Et tu sais, t'as une âme, t'es une personne, tu vois. On est fait de chair et de sang. T'essaies de garder bonne posture et tout ça. Et vraiment, les gens, ils te disent non. Mais aujourd'hui, le public est plus poli parce qu'il est éduqué. Donc, les gens disent non, merci. Mais nous, à notre époque, ils disaient nique-toi. Ah ouais. Ils disaient non. Dégage, reviens plus jamais. Voilà. Yacine, explique-moi pourquoi on revient. Parce qu'on est absolument drogué et que c'est une bagarre. On est drogué. On est drogué au sentiment d'acceptation et au sentiment de validation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu la sensation que ton esprit pouvait toucher d'autres êtres humains, qui est quand même, c'est un besoin primaire d'appartenir à un groupe, tu arrives à te faire comprendre des autres. Pour moi, c'est le bonheur parce que dans la vie, je suis asocial. C'est-à-dire que si toi, tu m'invites pas à faire ça, là, mais je reste chez WAM, je fais rien. Demande aux comiques. Nous, on va sur scène parce que c'est là-bas qu'on a été payé. C'est devenu un réflexe pavlovien. On nous a donné de la bouffe. On y va, tu vois. Mais si on pouvait rester à la maison, moi, si je pouvais parler à 2-3 potes au téléphone toute ma vie, je ferais ça. C'est la vérité. Tu ferais pas ça, toi? Je sais pas, mais en tout cas, beaucoup d'humoristes sont un peu solitaires. Ils ont des problèmes pour se sociabiliser, tu vois. Oui. Et c'est pas grave. On a tous des problèmes. Mais bien sûr. Je pense que tous ceux qui montent sur scène ont des problèmes. Ouais. Tous ont des fêlures, des problèmes. Je trouve aussi que ça peut être des anciens gros, des gens, des monoparentales aussi. Un rempart, une fêlure, un truc qui va pas, en tout cas. Absolument. Manque d'amour. Exactement. Le chum qui était de la classe. Pour moi, peut-être celle qui était la fille qui avait les cheveux bouclés. Personne n'était amoureuse d'elle. Donc, tu te démarques, t'essayes de faire gaulerie. Tu deviens pas marrant par hasard. Ouais. Quand les gens me demandent comment tu fais pour être marrant, tu sais, il y a des gens, ils croient vraiment qu'il y a des techniques. Et je dis, mais vis des traumatismes. Tu vas kiffer après. Non, mais fais-toi humilier pendant une bonne dizaine d'années. Tu vas être des barres. Tu vas être des barres. Fais-toi victimiser. Puis voilà. Et puis après, c'est une notion de sensibilité. Je pense que la sensibilité, c'est aussi quelque chose. Il y a une part d'inné, il y a une part d'acquis. Mais la part d'inné, elle est là, tu vois. Et il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Tu les vois même quand ils sont petits. Ça se voit, les petits qui sont plus sensibles que d'autres. C'est comme ça. Et cette sensibilité, elle aide vachement. Des fois, elle aide pas parce que tu vas être plus braqué, plus piqué rapidement par la rudesse du monde extérieur, de la vie. Mais des fois, ça aide aussi parce que tu vas avoir une forme de poésie, tu vas voir un petit peu plus de choses que ton voisin. Ça ne veut pas dire que tu es mieux que ton voisin, mais tu vas être peut-être plus sensible à des détails. Ces détails-là, ils aident vachement. Comme Jerry Seinfeld, il voit des détails que nous, on ne voit pas. Tu peux rappeler qui est Jerry Seinfeld pour ceux qui ne connaissent pas? Jerry Seinfeld, c'est un humoriste. C'est un humoriste qui est de New York, qui est américain donc, et qui est quand même considéré comme l'un des plus grands humoristes de tous les temps, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une carrière qui ne s'arrête pas.
et qui est très très... Il a quel âge là? Il a 60, je sais pas, il doit avoir la 58, un truc, ouais. Ah ouais. Il est quand même là, il est âgé, mais il a commencé, je pense qu'il avait 19 ou 20 ans. Enfin, il a commencé très très jeune. Et il est pas ringard. Et il se bat en tout cas. Il se pour bat. ne pas Comment on être fait ringard. pour pas être ringard? Alors moi, ma théorie pour pas être ringard, c'est que... Écoutez les humoristes, écoutez. c'est que c'est difficile. En fait, c'est difficile de pas être ringard parce que forcément, on vieillit, on n'est plus de la même génération. Mais je pense que Jerry Seinfeld accepte toujours de prendre des risques et de se mettre en danger. C'est-à-dire que pour ne pas être ringard, je pense qu'il faut accepter de se foutre la honte. Et quelquefois, il se l'est foutu. Et il a fait des passages qui étaient moins bons que d'autres. Et pourtant, il n'avait pas besoin. C'est-à-dire que c'est ça qui était très agréable avec Jerry Seinfeld, c'est que on sent qu'il est revenu à la scène pour la scène et pour les blagues. Et je pense qu'il est pas ringard aujourd'hui. C'est pas non plus le mec hype. Hein. Oui, il est oui. pas à la frange. Il apporte rien. Mais il dessert pas le stand-up. Et il est toujours marrant. Il est toujours marrant parce que c'est quelqu'un qui accepte de prendre des risques et de se confronter aux jeunes générations, de traîner avec eux, d'aller dans les clubs. Il va dans les clubs, il joue partout. Il y a beaucoup de jeunes humoristes, enfin des mecs qui ont 30 piges, mais voilà. Même 20, il y en a plein, même 18. Bien sûr, mais il y en a un qui s'appelle Mark Normand, et il est fan de Jerry Seinfeld, et un jour, il raconte tout le temps une anecdote quand on l'interviewe, c'est que il a vu Jerry Seinfeld sur scène, et puis Jerry est descendu, il lui a serré la main, parce que tu sais, il se passe le relais, tu vois, sur scène. Et il a dit, oh là là, t'as toujours le truc. Parce que moi, je l'ai vu, Jerry Seinfeld, au Barbès Comedy, il est vraiment rama. Il est arrivé sur scène, il a vanné la pièce, il a dit, on dirait un faux comédie club, on dirait un comédie club de poupée. Il dit, ouais, en fait... mais tellement, ça fait comédie club Walt Disney. Exactement, un peu ouais. Il dit en top. Il dit laisse tomber. Il dit on adore le Barbès Comedy Club évidemment, le Barbès mais est merveilleux et c'était un honneur. Et s'il a pu aller là-bas et qu'il a accepté de monter sur scène, c'est qu'il approuve le Comedy Club et qu'il valide le lieu. Mais il était obligé de charrier le lieu parce que c'est quelque chose que les humoristes font bien souvent pour dire au public je suis avec vous dans la même pièce. C'est de commenter l'endroit, de raconter quelques blagues, de leur dire je vois ce que vous voyez. Il n'y a pas un quatrième mur entre nous, on est pareil. Et après, tu peux charrier et parler. Donc, il a fait un vieux truc de comique, parce que, c'est les Américains qui ont inventé tous ces trucs-là, hein, mais charrier le lieu. Mais il l'a fait avec brio, et c'était des vannes qui n'étaient pas testées. Donc, il aurait pu dire quelque chose de pas drôle. Il aurait pu même vexer le public. Mais il est tellement fort, et il a tellement l'habitude de ça, qu'il a charrié sur des éléments en direct live, et il a prouvé à toute la salle qu'il était toujours là et qu'il pouvait faire des blagues et les inventer sur scène, tu vois. Et ça a tout de suite... Hors États-Unis. Il n'est pas dans sa zone de confort, il connaît pas. Il a pas les Barbès. Putain, la C'est-à-dire Bess-Bar. qu'il est millionnaire de ouf. Non, il faut bien comprendre, c'est qui Jerry Seinfeld. C'est un mec, il a vendu ses 2 specials pour $100 millions. C'est des spectacles, pour ses 2 spectacles qu'il y a sur Netflix, il les a vendus pour $100 millions. What the fuck? Avec, inclus dans le package, Comedians in Car Getting Coffee, qui est 200 millions. 100 millions. Non, on m'a fait un signe des 2, je dis waouh, j'ai pas les bons chiffres. Les deux spectacles. Les 2 spectacles plus une série d'interviews qui s'appelle Des comiques dans des voitures, on va boire du café. Oh, j'adore ce truc. C'est chouette ça. Hein. Clem aussi, tu l'as vu. Voilà. Ouais. C'est trop bien ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est sympa d'écouter Jerry Seinfeld parler et je vous conseille fortement, que vous soyez humoriste ou pas, si vous voulez comprendre la misère que les humoristes vivent quand ils écrivent ou quand ils montent sur scène, si vous voulez nous aimer un peu plus, si on peut paraître un peu antipathique pour vous, parce que je sais qu'on peut paraître antipathique en arrivant sur scène avec un micro, relou, le stand-up, les Américains... Oh là là, les relous, encore la même chose, Eh bien, je vous conseille, si vous nous aimez pas, de mettre au défi votre sens critique en regardant Comedian. Un documentaire de Jerry Seinfeld qui s'appelle Comedian, alors D-I-A-N à la fin. Comedian, ça veut dire humoriste en anglais. Et c'est un truc où il montre que au bout de quelques années, il a arrêté sa série à succès qui s'appelle Seinfeld, où il a gagné vraiment très très bien sa vie, qui est un énorme succès. Il a fait son spectacle sur HBO, qui est un énorme succès. Et puis là, il arrête et il dit « je pars à la retraite ». Et il fait même une sorte de mise en scène où il met toutes ses blagues dans un cercueil pour dire « la comédie pour moi, c'est terminé ». Et puis, au bout de 2-3 ans, ça lui manque. Le crack dont on parlait, le plaisir dans la tête, là, je sais pas ce que ça, l'endorphine, je sais pas ce que ça fait, la dopamine. Il y a un truc chimique. Il y a un truc chimique de plaisir sur scène.
Et ben après, il retourne à la scène et c'est très dur parce que c'est une célébrité énorme et il se tape des bides. Et c'est beau à voir, quoi. C'est hyper beau à voir. Alors, toi, Yacine Bellous, toi, la plus grande dinguerie que t'aies vécue sur scène? Waouh, La plus qu'elle soit joyeuse, chelou, une dinguerie, un truc anormal, un truc. Je pense qu'il y a un truc anormal que j'ai vécu au Festival d'Édimbourg, c'est que j'ai joué donc en anglais. Ouais. Putain, tu joues en anglais, tu sais que ça, à chaque fois, c'est un truc de ouf. En 2013, en fait, il y a 2 dingueries successives. Après des dingueries reloues, je peux te faire deux cool et 2 relous si tu veux, tu vois, pour équilibrer. Les gens, ils aiment bien. Voilà. Les gens, ils aiment bien les bides, ils aiment bien l'humiliation, tout ça, ça plaît. Ils aiment le sang. Le sang et les larmes. Et quand on regarde. Cool, ça cool. Avec popcorn. C'est sale. Les gens meurent. Encore Patson. Patson, on l'aime. Putain, mais quelle référence. Patson, j'espère que tu l'auras. Tu sais, Patson, je l'aime, mais je du l'aurais. fond du cœur. Je tu sais l'aurais. que Patson, c'est vraiment le gars le plus... très sensible, Patson. Il est sensible et tout ça. Il est adorable. Et en plus, je comprends pas pourquoi c'est pas une star, mais genre... C'est un génie. Une star de folie, quoi. Je ne comprends pas. Bon, eh ben, les 2 trucs cool. Les 2 trucs cool, c'est que moi, je suis fan d'Eddie Izzard, mais au dernier degré, avec Dedo aussi et 2-3 copains. Eddie Izzard, c'est un humoriste. Eddie Izzard, c'est un humoriste qui a récemment fait un coming out transgenre. Donc, on va utiliser le pronom elle. Parce que c'est son souhait, donc c'est une humoriste. Okay, super. Voilà, à partir de maintenant, moi, c'est par respect pour elle. Et elle s'appelle toujours Eddie. Elle s'appelle toujours Eddie Izzard. Et donc, elle a commencé en Angleterre dans les années 90. Donc, les clubs et tout, c'était vraiment l'explosion du stand-up et tout. Puis, elle a toujours eu un délire très surréaliste, absurde, hérité des Monty Python, que moi, j'aime beaucoup. C'est toi qui m'as fait découvrir Eddie Izzard. Voilà. Et je ne sais pas si tu te rappelles, nous sommes allés à Londres avec Dedo, Noum Diawara, toi et moi, dans le même hôtel. Et on l'a attendu. Et nous, mais moi, on disait, vas-y, on y va et tout. Allez, s'il vous plaît, moi je l'aime beaucoup. On attend. Parlé, dire et on a attendu. Et tu l'as attendu et tu lui as parlé. Donc ça chouette. Date pas d'aujourd'hui. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis, en fait, moi, d'accepter le type d'humour que j'ai. Parce que quand j'ai commencé, je faisais des trucs absurdes et les gens trouvaient ça pas ouf. Alors peut-être que j'étais pas bon aussi, hein, c'est normal. Quand tu commences, t'es pas très doué. Et voir quelqu'un comme Eddie Izzard avoir du succès dans ce genre-là, tu sais, c'est comme de la musique. Tu vois, c'est comme des gens qui écoutent, je sais pas moi, un violoniste ou je ne sais quoi, un type de musique qui n'est pas le courant principal, le courant mainstream, et qui dit, un tel fait de la country ou fait, je sais pas, du violon, j'adore ça, mais c'est pas la mode, et ben c'est pas grave, je m'accroche parce que mon héros violoniste, il est fort, il continue. Moi, Eddie Izzard, c'était ça. Donc c'est là où il y a les stand-uppers mainstream et les stand-uppers alternatifs. Ouais, qui est une notion qui est un peu complexe à raconter parce que c'est lié aussi à des courants antiracistes et tout ça. L'alternatif, c'est ce qui est décrit beaucoup et surtout par les Britanniques comme quelque chose qui est hors mainstream. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de blagues sur ma belle-mère. Tu sais, c'est comme les grosses têtes, tu vois. Et moi, ma belle doche. C'était un peu raciste, c'était un peu sexiste. Ils se rendaient pas compte à l'époque qu'ils disaient des trucs un peu chauds. Maintenant, on s'en rend beaucoup plus compte. Et les courants alternatifs, c'est des humoristes qui ont lutté contre ça en disant on va essayer de faire attention à ce qu'on dit, on va essayer de pas trop agresser les communautés dont on parle, même si on veut pas se refuser de parler de tous les sujets. Voilà. Et Eddie Izzard appartient à cette vague-là. Et donc, je l'ai rencontré par chance avec Dedo, puis quand on est revenu avec vous, et elle est venue jouer à Paris en 2011. Et là, il y a eu ce moment où moi, j'ai voulu jouer dans le même théâtre, qui était sympa. Moi, c'était genre, il y a mon idole dans le théâtre et tout. Et on a sympathisé parce que c'est une personne extrêmement gentille. C'est vraiment quelqu'un d'assez simple. Et grâce à ça, elle devait faire l'Olympia. Et elle a dit, écoute, je propose Yacine en première partie de l'Olympia si vous voulez. Moi, j'avais jamais joué aussi longtemps à l'Olympia, donc j'ai fait une première partie de 30 minutes. Seriously? De Eddie Izzard à l'Olympia en français. Et c'était incroyable pour moi puisque c'est quelqu'un qui était une idole, un modèle. Voilà. Donc cette première partie-là, ça a été vraiment un moment merveilleux pour moi. Et en plus, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que une vraie dinguerie. J'ai beaucoup travaillé, tu vois, pour bien faire. T'as honoré. Ouais. Je me suis pris la tête. C'est très scolaire et tout ça. Et puis j'ai fait une bonne première partie. Donc j'étais fier parce que je me suis dit, bon, quand même, j'ai foutu la honte à personne. J'ai passé un bon moment moi-même.
Voilà. Et à la fin, on m'a dit que c'était très bien et tout. Donc le public était content. Donc ça, c'était première dinguerie. Wow. C'est chouette quand même. Ah, tu bah vois, attends, tu admires c'est- quelqu'un, tu Wow. fais sa première partie. Wow. C'est super. Deuxième dinguerie, ça va plus loin. C'est que Eddie Izzard m'a encouragé à jouer en anglais. En me disant, voilà, pourquoi tu joues pas en anglais? Et moi, je dis, parce que mon anglais, il est extrêmement pété. C'est la raison numéro 1 de mon anglais. C'est-à-dire que je ne peux pas commander de la nourriture. Et elle m'a dit, à ce moment-là, discutons. Ayons une conversation en anglais et je vais estimer ton anglais. Donc, on parle, on papote. Et à la fin, elle me dit, écoute, moi, je pense que t'es à 30% fluent. Donc, ça veut dire que tu peux parler C'est énorme, un peu. déjà. Mais Ouais. c'est surtout une histoire de confiance en soi. Ok. Elle dit, si tu augmentes ta confiance en toi, et c'est quelque chose qui marche pour tout dans la vie. Si tu essayes de travailler sur ta confiance en t'exposant à des choses risquées, ta confiance va augmenter et ton anglais sera de meilleure facture parce que tu auras moins peur de dire la connaissance que tu as déjà. Parce que tu es bloqué par ta peur là. Et puis je dis, c'est cool, sympa, vas-y, j'essaierai. Puis moi, je me disais, tu sais, il y a Sébastien Marx, un copain à nous, qui fait des soirées en anglais. Je me disais, j'irai chez Sébastien. Et Eddie sort, puis elle revient au bout de, je sais pas, une demi-heure. Et elle me dit, c'est bon, c'est super. Et moi, je lui dis, quoi? Et elle me dit, elle sort, on était dans un café, pour te dire. On parlait justement de la première partie à l'Olympia. C'était la conversation de combien de temps je fais sur scène, Et une fois qu'elle est revenue, elle me dit, j'ai appelé mon tour manager à Londres. J'étais avec lui au téléphone là dehors. Je te book pour Édimbourg, pas cette année parce que tout est complet, mais l'année prochaine. Et donc tu as 16 mois pour écrire à partir de rien un spectacle en anglais. Une heure entier. Une heure en anglais. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Et elle me tend la main. Et moi je dis chaud. Tu vois, en fait, le j'avais challenge. très peur. Ouais, mais ouais, tu peux t'es pas dit, j'y vais. refuser. Non, tu peux T'es pas obligé, refuser. tu vois, c'est ton idole qui te propose un coup de main, qui s'investit en plus. Et Eddie a fait venir 3 personnes de 3 pays différents. Francesco Di Carlo, qui est italien, Igor Mirson, qui est russe, qui lui a travaillé avec Dylan Moran, qui est une énorme star en Angleterre, qui a fait une série qui s'appelle Black Book, qui est disponible sur le net, qui est très drôle. Et il a fait venir ces 3 personnes-là. Il faut savoir qu'Eddie avait aussi fait venir Trevor Noah. C'est-à-dire que Trevor Noah, qui présente le Daily Show aux États-Unis, c'est un pote de Eddie. Et que c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté par les comiques parce que c'est une personne généreuse qui veut aider la communauté. Et Joe Rogan, qui est un énorme podcasteur aux États-Unis, aime beaucoup aussi Eddie Izzard, ce qui est vraiment un signe de, si tu veux, d'ouverture d'esprit. Voilà. Tous les comiques savent que Eddie encourage. Donc, une fois Et qu'on a été lui-même. là-bas, j'ai fait Édimbourg. Eddie aussi, elle a l'habitude de se challenger. Elle a joué Ouais. en anglais, en français, en arabe. Alors, elle n'a pas joué en arabe, elle essaie de travailler de l'arabe. Elle a joué en anglais, en allemand, En allemand. en français et en espagnol. En espagnol, 15 minutes seulement. Ok. Et l'arabe, c'est le prochain projet à apprendre l'arabe. Et là, elle est en train de faire des marathons. Elle fait Elle 31 aime les challenges, marathons. elle aime c'est Elle incroyable. aime se faire mal comme des sportifs, quoi. Ouais, ouais, de dire ouais. aller au bout de soi-même pour la bonne cause. C'est-à-dire que là, les marathons, tout l'argent va à des associations caritatives. Donc chaque jour, elle fait un marathon virtuel sur un tapis. Donc tu peux la voir courir, tu vois. C'est-à-dire que si tu as envie, tu mets live et tu as 8 heures de course de Eddie Izzard qui court et qui parle avec des gens. Elle appelle des gens au téléphone. Moi, j'ai fait une conversation avec elle, tout ça, sur le marathon. Et le soir, elle fait un show. C'est-à-dire que tu peux payer pour voir un show live où elle est toute seule sur scène, avec sa petite couette et tout, crevée, fatiguée après Ouais. avoir couru un Tu marathon. Et voilà, et hier, Ça le s'arrête spectacle pas, était en c'est- français. C'était c'est très drôle. super. C'était très drôle. Alors ça, c'était la dinguerie folle Alors non, et la dinguerie, joyeuse. pardon, je suis désolé, je perds, mais la dinguerie, donc c'était Édimbourg. Édimbourg, j'ai lutté pour faire mon passage. Je savais pas si le spectacle était bon ou pas. J'ai fait 1 heure. Et à un moment donné, Édimbourg, c'est 1 mois. Et au bout d'1 semaine, Eddie et Dylan Moran nous disent on va prendre une salle de 750 places et on va faire un gros show pour promouvoir la comédie à travers le monde. Et on veut vous inviter pour que vous puissiez faire la promotion de vos spectacles comme les plateaux d'humoristes habituels. C'était dans une salle qui s'appelle The Grant. C'est une grande salle, c'est la plus grande salle du festival du Fringe d'Édimbourg. Et c'était présenté par Eddie Izzard. Donc, si tu veux, Eddie Izzard, il est... en France, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Mais là-bas, c'est vraiment comme une sorte de Gad Elmaleh, ou c'est Oh. quelqu'un de très connu. Et donc, on était présenté par Eddie et Dylan Moran, qui est une sorte de, je sais pas moi, très connu aussi. C'est vraiment un grand humoriste.
Et en fait, j'ai fait 15 minutes devant 750 personnes et j'étonne car. Mais ma grand-mère, je suis pas du genre à me la raconter. Non, s'il vous dit qu'il a cartonné, c'est que c'est vraiment... Et j'étais trop heureux parce que je l'ai fait dans la joie. En fait, c'était pas du stress, genre danse avec les stars, faut que je connaisse mes pas, tac, tac. C'était vraiment dans la joie, c'était vraiment dans le... Je suis tout seul en Écosse, je connais son père, je suis en colocation avec un Italien. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet. Il y a une opportunité, vas-y, donne-toi à fond. Et ça a schéma. Et j'étais très heureux. Ouais, et voilà. Et après, je peux donner 2 trucs où j'étais de la loose. Mais là, j'étais pas de la loose. Ah non, mais c'est super si bien. tu veux. Non, c'est canon. Voilà, donc j'ai kiffé. C'était mes 2 highlights. 2 autres trucs pas highlights, nuls. J'ai fait des bids. Ouais, des bids, j'en ai des dizaines. J'ai fait des bids incroyables dans ma vie, mais des bids vraiment où les gens me regardent en disant « Mais allez-vous-en. S'il vous plaît, monsieur, on vous connaît pas très bien, mais si vous pouviez partir maintenant. » Non, c'est vrai, c'est problématique votre présence. C'est souvent. Ça arrive de ouf. J'ai fait ça, dont un bid incroyable, mais vraiment, un magnifique, où je faisais un festival qui est habituellement un festival de théâtre. On voit beaucoup de théâtre, ils prennent pas beaucoup de stand-up et ils m'ont invité en tant que stand-up. Donc j'ai Wedge là-bas, dans un très bel endroit qui est un Magic Mirror. Et le programmateur est un ange. Il m'a dit non, mais je te donne ta chance. Je trouve que ton univers est si intéressant. Je vais te programmer. Alors comme c'est pas habituel, je te programme en fin de soirée. Et puis ça se prête. Donc le truc c'est que j'ai joué un peu tard. Et je pense que ça a un peu desservi parce que c'était un peu tard, les gens avaient mangé, il y avait eu un spectacle avant, donc ils sont un peu fatigués. Je suis arrivé et vraiment, c'était pas une ambiance de vous êtes là, et ils disent non, fais ton spectacle. Donc ça va, vous allez bien ? Ouais, enchaîne. Et en fait, c'est un festival où il y a énormément de professionnels, c'est-à-dire de bookers et de programmateurs. Et dans quelle ville ? C'était à... Mon cerveau veut pas me le rappeler. Oui, il dit non, mon cerveau il essaie d'oublier, j'ai occulté, je sais plus la ville. Mais il y avait des gens que tu connaissais Non, il y avait pas de gens que je connaissais. D'accord. C'était tellement humiliant que là, ma voix essaye de m'empêcher de dire le truc. Mais on va quand même le faire parce qu'on est un adulte. Non, c'est très important. C'était genre, je sais pas, 200 ou 300 professionnels. Et vraiment, ils m'ont regardé attentivement et ils ont dit non. Ils ont dit, c'est pas, ce sera non. Ce sera non. Et ils partaient. Il y en a qui se levaient, qui partaient. Et moi, tu sais, ben si. Et habituellement, tu sais, quand t'es dans une salle, tu peux t'embrouiller un peu avec ton public, tu vois. Moi, j'ai pas peur parce que finalement, cet aspect, on est pareil. Il faut que ça marche dans l'autre sens. Je me suis déjà un peu disputé avec des gens du public parce que finalement, on les met à l'aise, mais il faut qu'ils nous aident aussi un petit peu. Ouais. Il y a une part de responsabilité chez le public de dire, par exemple, ça va? Tu dis oui, même si tu sais que c'est un peu idiot comme question. Ben là, vraiment, il y avait pas de responsabilité. C'était, tu présentes quelque chose, on dit oui, on dit non. Et ben là, c'est non. Et vraiment, je me souviens quand j'ai salué à la fin. Rapidement, ça nous arrangerait. Ah bah ouais, mais moi j'ai 1 heure à faire. Donc c'est-à-dire que déjà les 10 premières minutes, j'étais dans la machine à viande hachée. Et après, il y avait un gars qui faisait, tu sais, qui tournait la manivelle et petit à petit, je passais dans la machine. J'avais un banc de 6 à 7 personnes qui venaient pour moi, qui me connaissaient. Ils étaient morts de rire. C'est encore pire, c'est-à-dire que t'as vraiment 7 personnes qui rigolent au milieu de 200 qui rigolent pas. Et ça fait un petit écho. Ça fait un Et les gens qui applaudissent des fois, qui essaient de lancer des applaudissements parce qu'ils kiffent. Mais ça fait vraiment. Et à côté, t'as le bruit de la porte qui fait. Oh, t'entends tout. Non, mais c'est incroyable. Et je me souviens que quand j'ai fait le salut, je me souviens, tu sais, du sol de la salle où je jouais, c'était du parquet, parce que c'était un Magic Mirror, c'était magnifique. Et en regardant le sol, j'ai dit, bon, j'arrête ce métier, c'est pas possible. Et puis ça après, t'a donné envie d'arrêter. Non, mais sur le coup. Sur le coup, comme, oui. je sais pas. C'était comment trop dire, c'est comme si t'as un accident de vélo, Bien tu sûr. dis, j'arrête le vélo. Ouais, et puis finalement, bon, 2 jours après, je faisais des blagues. Mais c'est quelque chose tellement intense que je trouve que c'est intéressant de le raconter. Je pense que les gens pensent que les humoristes, c'est des gens drôles qui montent sur scène et qui sont drôles. Et en fait, il y a une énorme part de courage, tu vois, qu'il faut quand même. Et c'est pour ça que les comiques se respectent énormément entre eux. Et dis-moi, est-ce que tu te rappellerais, il faut que je cherche aussi, une dinguerie qu'on a vécue ensemble avec le Jamel Comedy Club? Des dingueries, on en a vécu. Attends, il y a quoi? Une bonne dinguerie? Une bonne dinguerie. Qu'est-ce qu'on a vécu ensemble de foufou? J'essaye de me souvenir là.
Parce qu'il faut que ça reste légal. Ouais, c'est ça le problème. Je suis aussi en train de mettre pour ça. Non, ça. Non, mais le pire, c'est que dans notre équipe, on n'était pas des oufs. Non. Tu te souviens du chauffeur de car qui se foutait de notre gueule parce qu'on prenait pas de drogue Et qu'on ne buvait pas. Enfin, à outrance, on n'était on buvait quasiment pas. Parce on n'était pas des rockers. Hein. Non, parce que moi, je me souviens très bien de cette époque. Moi, je fumais encore à l'époque des cigarettes. Et quand je fumais des cigarettes à la fenêtre, mais tout le monde me cassait les couilles. Ah ouais. C'est des cigarettes. J'étais pas en train de prendre de la cam ou je sais pas quoi. Ouais. Et je fumais, tu sais, tout doucement dans le car, genre sur le côté. Et je fumais ma Marlboro. Tout le monde pensait qu'on était des foufous et tout, mais pas de là, et tout. Et j'étais là, oh là là. Et Claudia Tagbo devant avec Amel Chabi en verveine, fermer la fenêtre, fermer le truc en Je me souviens que le chauffeur de car s'était foutu de notre gueule parce que lui, il avait fait des groupes de musique, on citera pas, mais qui disait vous faites n'importe quoi. Vous couchez pas à l'arrière du car avec des groupies pendant que vous prenez de la coke. Alors que nous, on était là, mais déjà nous, on fait de la route. Tu te rends pas compte ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que moi, je vais dans des hôtels là, en fait. Et le matin, j'ai des petits déjeuners gratuits. Pour moi, c'était ça la vie de rockstar. Au petit-déj. Mais tu vois, les gens à l'heure, mais de à ouf. 10h, à prendre en photo le buffet. Évidemment, les gens croient qu'on rigole dans Inside quand on dit brioche, tout ça là. Mais on Petit était café, réellement brioche. heureux. Moi, j'étais réellement heureux. Moi, je me souviens, je me suis fait mettre à l'amende à Monaco par un cuisinier. Donc, vraiment, parce que je comprenais pas la vie, moi. Moi, j'ai grandi entre Aubervilliers et la Courneuve-Estin. Moi, j'ai pas ces codes de riche. Donc, déjà, on arrive avec des dos dans la chambre parce qu'on était 2 par chambre, comme dans le foot. Tu vois, on avait 2 lits doubles. Et donc, on rigole de ouf. On a rigolé quand même beaucoup. Et on arrive dans la chambre. Sur le lit, il y a de la graille. Moi, j'étais là, mais pourquoi? On avait un petit sapin en chocolat. Non, sur le posé. Oui, le code des palaces, posé le code des... écoutez, les riches entre nous, on se donnent de la nourriture gratuite. Et surtout... sur le lit. Et surtout, moi, toute mon enfance à Aubervilliers, ma grand-mère, elle m'a dit, quelqu'un te donne à manger, tu refuses. Parce que ma grand-mère, elle avait peur que je me fasse chiner, que je me fasse voler, qu'on m'enterre dans un bac à sable, et ça y est, c'est fini, il n'y a plus de Yacine. Moi, j'étais mignon, en plus, quand j'étais petit, tu vois. Donc, moi, toute ma life, on m'a dit, les inconnus, tu refuses leur bouffe. Sauf que tu rentres dans un nouveau monde où dans l'ascenseur, il y a un petit canapé en cuir, normal, il y a des écrans télé, alors qu'on est en 2007. C'est pas les écrans LCD d'aujourd'hui, ça coûte rien les écrans maintenant. Mais tu rentres dans un ascenseur, il y a des écrans télé, les gens, ils ne notent même pas. Ils sont pas... Non, en train de dire, il y a un canapé en cuir quand même dans l'ascenseur. C'est-à-dire que à quel niveau de richesse il faut que tu aies besoin de t'asseoir dans un Chatterton ou je sais pas comment ça s'appelle, un truc en cuir, Chesterfield, pour faire 5 étages en ascenseur. Encore dans un couloir de l'hôtel. C'était en Suisse, ça, ou à Monaco? On a fait la Suisse. Alors, c'était à Monaco. C'est quoi l'hôtel en Suisse de ouf? C'était l'hôtel du lac. Ah, du lac. Je crois que ça s'appelait l'hôtel du lac. L'hôtel du lac, il était fou. Mais l'hôtel de Monaco, j'ai vraiment senti, j'ai dit, OK, je viens d'un milieu pas du tout aisé. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est le cuisinier du matin. T'arrives au petit-déj, tranquille, t'es content. Nous, on n'avait pas dormi. On avait fait la fête et tout, on était sortis, on avait rigolé. Mais il faut bien comprendre que la plupart de nos soirées, c'était nous, entre nous, qui parlions. C'était pas des soirées en boîte. Ça nous gavait les boîtes. Souviens-toi, les after-shows. Les gens, on n'aimait pas ça. Parce on avait essayé 1 ou 2 fois et ça nous a saoulés. Trop stressant. Et voilà quoi. On voulait le lobby de l'hôtel en bas. Exact. Et on reste. Exact. Et on discute. Voilà. En fait, on a refait des halls. Des halls chics. Des halls chics. Ouais, mais c'est cool. On parle. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le matin, petit déjeuner. Je me pose au truc de Monaco. C'était un palace. C'était au-dessus de hôtel, je sais pas quoi. C'était un palace. Le Monaco Bay. Vous pouvez aller voir sur Internet. T'as une mémoire, Yacine. Elle m'a traumatisé. Le Monaco Bay. Je suis Al. Et je dis, voilà, on vient te chercher, on vient te poser à une table. Déjà, comme dans un restaurant. Habituellement, c'était des buffets. Je dis, bon, c'est sympa. Et la meuf me dit, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je dis, qu'est-ce que je peux avoir? Et vraiment, elle lève les yeux. Genre, tu m'as saoulé. Oh là là. Oh, le pauvre. Oh, tu sais, la classe. Oh, quelle différence de classe. La putain de ta classe moyenne. Et elle me regarde et elle dit, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, j'étais en panique. Je dis, je peux tout demander là, en fait. Et il y avait un cuisinier, je te jure, Amel, qui sortait la tête, tu sais, avec une toque. Il avait une toque et il sortait la tête comme ça, genre de son coin, et il regardait la meuf. Et en fait, j'ai commandé une omelette. Et il me l'a fait en 2-2, quoi, parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas comment réagir. J'aurais pu dire homard ou j'en sais rien. J'étais en pagaille, je savais pas quoi faire. Voilà. Donc, tu vois, le niveau des riches, il y a pas, je te donne un menu. Tu peux pas choisir entre 7 ou 8 trucs. Les riches, ils disent ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est beau.
C'est l'image de la société. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je savais pas c'était quoi une école de commerce. Moi, je crois que c'était un endroit où, je sais pas, t'apprends à faire du commerce. Mais pas du tout. Là, j'ai appris ce que c'est. Mais les riches et les gens qui ont de l'oseille, ils n'ont pas un choix limité entre 5 ou 6 plats. Et ils n'ont pas un choix limité entre 5 ou 6 carrières. Eux, ils gagnent de la maille. Tu vois, ils ont de l'argent. Et puis, c'est tout. Ok. Oh my God, putain, tu m'as tué. Mais c'était des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois, tu vois. Ouais. Et tu dis, bon, c'est un petit déjeuner exceptionnel. Tu te souviens que Jamel faisait genre, il nous faisait des blagues. Jamel, il est vraiment très très drôle. Je tiens à le dire, sincèrement, voilà. Faut que les gens comprennent. Je trouve qu'il est encore plus drôle dans la live, quoi. Dans la live, c'est ça que je veux dire, tout à fait. C'est-à-dire que dans la vie, il est extrêmement rama. Et puis c'est quelqu'un qui aime faire rigoler les gens et il nous a offert souvent des repas parce que Jamel il a toujours eu des suites vu que c'était la resta du délire et que tout le monde était très gentil avec Jamel, mais c'est normal. Et le soir, il faisait un petit apéro ou un truc. Et le soir, il nous invitait pour qu'on profite nos chambres, de sa suite. Parce qu'il avait toujours un peu plus, parce que tout le monde était beaucoup plus gentil avec lui. C'était la grosse star, il avait eu la Palme d'Or. Enfin voilà, c'est l'époque d'Indigène et tout ça. Donc évidemment, les gens, ils étaient Jamel, on t'aime, ok? Mais il nous en faisait profiter quand même. Il faisait pas le radin. Mais toujours, on se retrouve toujours, que tu sois connu, pas connu, l'amour de la blague. Venez dans ma suite parce que tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me fait vibrer, c'est de gaulerie en fait. À chaque fois, on a envie de gaulerie. Ouais. Je sais pas toi. Et je me souviens la blague qu'il avait fait donc à Monaco. Pour le point, c'était ça, c'est que Jamel, même lui, a été impressionné par le niveau de richissime attitude qu'il fallait avoir, je sais pas comment dire, de mec riche. Pour gaulerie, il a appelé un mec, on était en train de boire un café, et pour rigoler, il a appelé un serveur, il a dit « Excusez-moi, monsieur, ce serait possible d'avoir un voyage en hélicoptère, là, parce que j'ai un peu la flemme et tout, parce qu'on va à Lyon, et on peut se renseigner et tout, apparemment c'est 30 minutes en hélicoptère et tout. » Et le serveur est parti, et lui, tu sais, il avait fait « Oh, j'ai fait ma petite blague de mec riche », sauf qu'il est revenu, et il a dit « On peut vous en avoir un dans 30 minutes. » Waouh. Et en fait, même moi, même lui a fait ok, ok, on va réfléchir. Et en fait, c'était un endroit où tu pouvais commander un hélicoptère. Et même lui a fait non, mais tranquille, on va y aller en Gova. C'est bon, voilà. Et tu sais, moi j'ai une anecdote parce que il faut savoir que Jamel Debbouze est très très drôle donc dans la vie vraiment tout le temps et il est très fort aussi. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un zénith. Ah oui. Et j'étais sur scène, j'ai commencé à faire mon passage et il y a un gars que j'ai vanné dans le public qui s'est un peu vénère, qui s'est levé, il était avec ses poteaux, il a commencé à tracer comme ça vers WAM. Ouais. En mode, je vais te foncer. Je me souviens. Tu vois, j'ai fait 2 petits pas en arrière et Jamel est sorti. C'est un protecteur du il grand, est sorti, voilà, il est arrivé. Grand frère de tout le monde, c'était notre grand frère à tous. Il a gaulerie avec le gars, il a dit viens poteau, il a disparu comme ça derrière le rideau. Et il lui a niqué sa grand-mère parce que l'autre faisait un peu le fanfaron. Bah oui. Et je continue à faire mon sketch. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Moi non plus, je sais pas. Je sais pas si c'est légal ou pas. Mais je sais pas si c'est légal. Ce que je veux essayer de dire, c'est que en tout cas, il avait cherché. Défense. Non, il a cherché. Il commençait à faire. Je voyais que ça commençait à peu se surtout, il allait te goumer quand même parce qu'il allait foncer. Il allait me goumer. Il commençait à faire le fanfaron avec Medja. Medja l'a goumé. Ouais. Mais alors, il est fort. Il est très fort. Je pense que c'est la nervosité. C'est une force de nerf. C'est pas une force de muscle. Je ne l'ai plus vu pareil, mais il l'a goumé et je continue à faire mon sketch et en même temps je me disais waouh. Quelle puissance. Quel goomer. Waouh, I can't believe it quoi. Ouais, non, il a une vraie patate quoi. Il a voulu te protéger, il a voulu me protéger et que le gars, il a vu que le gars était un peu déséquilibré parce que faut être un peu ouf pour monter sur scène devant un On a été zine. agressé plusieurs fois dans le Comedy Club. Ça, je pense que c'est bien d'en parler aussi parce que on peut passer pour les les premiers stand-uppers un peu à l'ancienne, machin, mais on a quand même participé à des soirées qui étaient clairement du défrichage culturel. Fallait rentrer dans des endroits où les gens n'avaient pas de ref et t'arrives et dit on va essayer de vous inculquer une ref. Ils n'avaient pas mis un pied au théâtre de leur vie. Et je me souviens à Lyon ou je sais plus où, pendant 1h30 de spectacle non-stop, des gens qui insultent tout le monde. À chaque fois que tu vas sur scène, tu te fais insulter du début
à la fin du Fille, show. pas fille, Et que nous, on garçon. rigolait et que Jamel était un peu frustré, c'est normal, mais parce qu'il était plus âgé que nous et qu'il prenait ça peut-être un petit peu plus à cœur. Et il disait, ah, ça me fait chier, c'était la dernière de la tournée. Et il nous disait, oh là là, ça me fait chier pour vous, regardez, il crie et machin. Et nous, on était comme un grand frère un peu. Et nous, on était là, mais non, mais c'est pas grave, c'est Rama. Parce que, en vrai, c'est dur à vivre les 5 minutes de ton passage. Mais quand t'es témoin du passage des autres... Comment tu rigoles? Oh là là, c'est un bonbon. C'est-à-dire que on est 12. Donc toi, Et on attend. t'as une fois 5 minutes relou pour toi. Et après, t'as 11 fois 5 minutes de plaisir de voir tous tes potes passer. Trembler, Fils de pute, la putain de ta mère. Dégage, t'es pas Ça ne marrant. s'arrêtait jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. C'est C'était extraordinaire. incroyable. Tu sais qu'on Et a nous- vécu des trucs et là, Je veux raconter l'anecdote, tu sais, de quand Fabrice, on lui a acheté un parpaing. waouh. Tu te souviens? Je me souviens, vas-y. Sérignan. C'était à Sérignan. Tu as une Je mémoire. crois que c'était à Sérignan. Fabrice Eboué. Il voulait se Faut que, péter tu te avec. souviennes, faut que tu te souviennes du nom de la personne de la salle. Tu te souviens la personne? Enfin, faut que tu te rappelles de son blaze. Parce que moi, je sais que c'est... Ah bon, bah attends, on va y arriver petit à petit. Fabrice Eboué monte sur scène. Ouais. La salle, elle est calme. C'est une petite salle à Sérignan. Tout se passe très très bien. Je ne sais pas ce que Fabrice dit ou fait, mais il peut être très antipathique des Oui, fois. bien sûr. Il a dû dire un truc. Il a dû lâcher une vanne ou je ne sais quoi. Je dis pas que c'est de sa faute, hein, mais il a été Fabrice, quoi. Il est Oui, c'est Fabrice. son Il y a personnage. et il quelqu'un faut qui voit le comprendre. personnage de Fabrice, Ouais. il l'aime pas. Ouais. Je sais pas pourquoi et je sais pas comment ça s'est fait comme déclic cette association d'idées. Je l'aime pas, je vais lui jeter un truc. Tu sais, je l'aime pas, je vais prendre un objet. Ça pouvait être une bouteille. Ça pouvait être une bouteille en être plastique qui petite fait pas pomme, mal, fait- ça pouvait être une petite pomme. Non, mais un truc, un encas que t'avais C'est- pris. Ça pouvait être une petite phrase un peu acerbe. Oui. Vous n'êtes pas drôle, monsieur. Mais l'individu a choisi un parpaing cassé. Il était cassé, le parpaing. Tu vois? Tu fends un parpaing par la diagonale en deux et c'est ça l'objet. Il a pris l'objet, il a jeté cet objet sur Fabrice Eboué. Fabrice n'a pas été touché et là, Melja, même réaction, de protection. Parce que tu vois, c'est vrai que ça me touche un peu ce que tu racontes parce que mine de rien, Jamel a toujours été cool avec nous. Ouais. Il a fait très attention, il Ouais. nous protégeait. Et quand il y a eu le parpaing, donc, boum, il arrive. Ok, il saute sur scène, dit qu'est-ce qui se passe? Il demande la lumière, on allume tout et tout, on arrête le spectacle. On a été attaqué, on nous a acheté un bout de parpaing, c'est inadmissible. Et là, on entend dans la salle, Jamel, celui qui a fait ça, c'est un con. Continue ton spectacle. Et Jamel, il fait, oh, il y a Daniel Guichard. Et donc, il y a Daniel Guichard Cowboy. dans Je me la rappellerai salle, toute le ma chanteur de Mon Vieux. vie. Ouais. Nanana, nani, Nanana, nanana, on parle nanana. dessus, râpé, Mon Vieux. Et il était venu avec ses enfants qui appréciaient beaucoup Jamel et qui appréciaient aussi le Comedy Club. Et je me souviens avoir signé une affiche comme quoi le gars Tijan, il sort avec ses enfants pour leur faire plaisir. Grosse différence d'âge, grosse différence de génération. Et il a pris la défense. Il Oui, s'est levé. Il s'est levé. Et En il a plus, dit, il en a une gros, voix Il a pris particulière. sa voix, voilà. Et il a dit, voilà, non, c'est un gros con, celui qui a fait ça. Moi, je te soutiens. Et il a mis tout le public. D'un coup, ils ont applaudi, comme dans un film. Ouais. C'est Daniel American. Guichard. Il est sorti de nulle part. Donc voilà. Ça, c'était une anecdote un peu C'est- folle. Je m'en rappelle comme si c'était hier. En revanche, il me semble que Fabrice, après, dans les coulisses, cherchait le gars. Ah, c'est Et tout le monde possible, le ouais. tenait, lui disait, je vais le taper, je vais le faire. C'est possible. Et c'était pas un gars, c'était pas un petit en fait, Je finalement. sais Non, pas. ça c'était au théâtre de 10 heures. Je sais Un pas. autre gars. On a eu pas mal d'histoires un peu On s'est étranges, rendu mais, compte- ouais, au théâtre mais de 10 heures, il y a eu un truc personne, comme ça. Oui, tout le vraiment, monde est sain il n'y et a pas eu sauf. de gros problèmes. Il y a eu des altercations, mais pas de gros. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, il y a eu une petite éducation au stand-up, au code, le fait qu'on vous parle, qu'on vous vanne un petit peu. Il y a des gens qui voulaient pas en fait. Non. Donc- Il y a des gens qui voulaient juste qui venir. voulaient Et nous taper. à mon avis, il faut comprendre aussi que on était quand même quelque chose qui est culturel et un peu de l'ordre on avait cette étiquette banlieusarde et à mon avis, il devait y avoir beaucoup de personnes invitées par la mairie ou je sais Ouais. pas, qui avaient ce côté, allez voir le Jamel Comedy Club. On n'était pas très bien reçus en vrai. On n'a pas été appréciés immédiatement. On a été appréciés avec le temps parce que la jeune génération, les mecs qui sont hyper forts aujourd'hui, qui sont brillants et qui font mettre la lumière sur le stand-up de façon qualitative, eh ben, ils ont quand même du respect pour nous. Si cette génération-là n'en avait pas, je pense qu'on serait devenu à ce moment-là un peu ringard. Aujourd'hui, on l'est un peu moins
parce que déjà Blanche a cartonné il y a pas longtemps, parce que des gens comme Marina Rollman ou d'autres personnes qui ont beaucoup de talent et de force en ce moment arrivent à nous rendre un peu hommage en quelque sorte, parce qu'on a été dans leur imaginaire. Ils ont pu se dire, on peut faire ça dans la vie. Parce que je parlais de la boxe thaï, mais ça marche. Voilà, ça peut être un métier. Ils ont regardé nos vidéos, ils se sont dit, voilà, ils sont venus nous Donc, voir. je pense qu'ils n'auront jamais cool. ce côté. Ouais. Ah, c'était nul à l'époque. Ouais. Et il y a toujours oui, c'était une étape nécessaire. Mais je le ressens dans les clubs là, quand j'y retourne, je ressens vraiment de la bienveillance et ces petites questions de est-ce que tu peux me donner une clé, quelque chose. Je dis, je suis comme toi, frérot. Ouais. Franchement, j'ai rien à te donner. On est dans la même. Je vais prendre mon bide comme toi. Mais je suis fasciné par ça, moi. Je suis fasciné par les générations. Je trouve que c'est très intéressant. Les générations. Et j'étais extrêmement surpris de voir le respect de certaines personnes pour nous ou pour les jeunes comiques, tu vois. Ce que je disais, les comiques entre eux se respectent beaucoup. Et si quelqu'un qui écoute ça veut comprendre pourquoi, il suffit de monter sur scène une fois et tu comprends tout de suite. Tu captes. Et alors, je voulais aussi te demander, parce que comme je trouve que tous les humoristes et les stand-uppers sont des êtres assez particuliers, il y a des choses qui reviennent à chaque fois chez nous. La dinguerie que t'es faite par amour. Oh, des dingueries. Ouais, je suis plutôt un mec qui fait des surprises un peu romantiques des fois, mais par amour, j'ai pas fait une dinguerie qui me vient immédiatement, et en plus liée à la comédie, parce que tu m'as dit, ouais, on est particulier, mais... par amour, je saurais pas dire. Pas je pense que tu sais des surprises, des ouais. trucs un peu romantiques et tout, mais j'ai pas un truc en tête là de folie. Moi, j'essaie de m'organiser un peu des fois et de faire des petites surprises jolies en essayant de comprendre ce que l'autre aimerait bien avoir. Et si tu avais une date avec la meuf que tu kiffes le plus en ce moment, je ne saurais pas quoi faire. Et à côté, un pur truc de stand-up, une scène de ouf, et que tu dois choisir. Je suis sûr que je pourrais faire les deux. Parce que putain, t'es malin, Yacine. Non, je suis sûr que je pourrais faire les deux, parce que si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie, il y a des grandes chances qu'on ait des points communs, en tout cas même en termes d'esprit, et qu'elle soit suffisamment curieuse. Moi, j'aime bien les gens curieux et qui ont envie d'apprendre des trucs ou de regarder certains films ou tu vois, qui sont toujours en recherche de se nourrir un peu l'esprit. Ça me fait plaisir d'être avec des gens pétillants comme ça dans la vie. Je me suis toujours retrouvé j'ai eu de la chance d'avoir des partenaires un peu dans ce genre-là. Donc, si je lui dis, viens, il y a un show qui est un peu sympa et après on va manger et on passe un très beau moment, il y a des chances qu'elle accepte quand même. Donc, excuse-moi d'avoir fait une pirouette. Non, j'avais mais pas envie de choisir et je pense que c'est vraiment bien. ce qui se serait passé. Très après, bien. vraiment par amour, il y a vraiment quelque chose d'important à dire, c'est que moi, je suis très très timide et j'ai jamais fait de choses, je t'emmène je ne sais où au Mexique, je te bande les yeux, attention t'es dans l'avion, on ouvre la porte, boum, on est à Copacabana. J'ai jamais fait ça parce que je suis hyper intimidé très très vite. Donc moi, la première... Et puis, tu sais, on est anxieux aussi, je pense, les humoristes. Donc moi, dès que je pense à ça, c'est qu'il y a de fortes chances que la personne me dise « Copacabana ?» Oh, j'aime pas. Et que t'aies fait tout le truc, tu vois ce que je veux dire ? Parce que je déteste les surprises. Ça, c'est vraiment un trait de caractère personnel. Ça, je le sais. J'aime pas ça, ça me saoule. Ouais, moi non plus, je déteste ça. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on déteste. Je sais pas si toi, ça te fait la même chose, mais j'ai l'impression que la surprise fait énormément plaisir à la personne qui organise la surprise, en fait, et plus difficilement à la personne qui la reçoit. Donc, j'ai une surprise pour toi. Ouais! Oh là là! Un cadeau. Oh, je sais pas si vous entendez la qualité. Est-ce qu'on entend la qualité du papier cadeau fait avec du scotch et tout? Incroyable. Moi, je déchire les cadeaux. Déchire. Tu vas Formidable. nous dire ce que tu Un découvres. Transformer. Mais c'est magnifique. Un classique. C'est incroyable. Tu sais que c'était les jouets de mon enfance? Comment tu sais? Il y a une prod, encore une fois, Clem et Raph, on est là, on recherche, incroyable. On regarde tout. Ça regarde tout. C'est fou. Un Transformer classique, un vrai de l'époque. Tu vois la référence, tu vois tout. Non, mais tu vois la référence et surtout, j'ai des flashs d'enfants où tu vois ça, en fait. Tu vois ce truc-là? Ouais. Il y a une sorte, pour le décrire aux auditeurs, c'est une sorte de grille où il y a écrit la force du Transformer, l'intelligence, c'est genre une sorte de carte qui décrit le personnage, tu vois. Je ne savais pas lire quand j'avais ça. Ouais. Et je comprenais pas c'était quoi ce délire. Tu vois. Là, tu viens de résoudre un mystère qui date de 1987. Franchement, c'est trop bien. Ça te fait plaisir? Ça me fait très plaisir. Ah, je suis contente. Ça me fait très très plaisir. En plus, c'est un vrai de l'époque. Voilà, ça, c'est un beau cadeau. Parce qu'il y a eu du taf derrière. Mais souvent dans les surprises, les gens imaginent de l'image qu'ils ont de toi
Ceux qui ils ont un petit personnage de toi dans leur tête et ils se disent ce petit personnage, il aime bien les pancakes. Mais en fait, tu me connais pas assez en fait. Avant de faire une surprise, traîne avec moi 10 ans, entends mes malheurs, écoute mes blessures et après on parle. Et après peut-être tu trouveras un transformer, tu vois. Et surtout cette surprise, c'est une petite surprise mignonne, tu vois. Et ça fait plaisir. Bah, je suis contente. Écoute, je voulais te demander la dinguerie à venir. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? C'est quoi le truc ouf ? Enfin, pas ouf, mais pas forcément ouf, mais... Moi, j'aimerais continuer le stand-up. C'est ça la dinguerie à venir, parce qu'on est dans une phase difficile en ce moment. Et je pense que les gens qui arriveront et le public qui peut nous encourager à continuer à être là par les podcasts que tu fais. J'aimerais que ça continue, parce que là, on est vraiment en péril. Pour la première fois de ma vie, je me dis... tu te poses des questions ? Ouais, ça fait un an vraiment, on est kéblo, plus on se dit on ne sait pas ce qui va se passer. Donc moi, ma dinguerie, ce serait ça. Faire des spectacles filmés, continuer à écrire, continuer à jouer. Là, la scène, ça me manque beaucoup. Alors que le premier confinement, ça me manquait pas tant que ça. Oui. Là, vraiment, j'en ai marre. Tu venais de terminer ton spectacle, c'était pile poil le moment pour être tranquille. Et tu vois, ce qui est beau, c'est que toi, tu reviens, tu écris, tu cravaches, t'es sérieuse, t'es discipliné, que j'espère que tout le monde continue comme ça. Ça a l'air en tout cas, hein, mais j'aimerais vraiment bien qu'on reprenne cette scène de stand-up, parce qu'au moment où tout ça a démarré, là, le corona et tout ça, on avait une scène de stand-up fabuleuse. On avait des petits comédie clubs, des moyens, des gros, plein de scènes ouvertes, plein de comiques, plein de jeunes talents super forts. Il y avait une vraie énergie. Ils étaient trop chauds, les gars. J'avais l'impression d'être avec vraiment une dream team. Quoi. Et on progressait beaucoup plus vite parce que les gens sont forts. Exactement. T'as des gars, ils sont trop forts. Tu vas les recevoir, j'imagine, mais... moi, je suis hyper admiratif. Donc voilà, moi, c'est ça la dinguerie. S'il vous plaît, venez, on se dit que ce n'est qu'une pause et on reprend, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des live streams ? Parce que là, je pense qu'on va pas jouer pendant un an au moins. Je comprends les live streams, mais je suis pas fan des live streams. C'est-à-dire que je comprends qu'on ait besoin de jouer. Il y a plein de comiques qui... En fait, il faut savoir le faire. Il y a un mec qui s'appelle Judah Friedlander, qui était dans mon documentaire, qui est génial. Un mec qui a une barbe et une casquette, toujours, qui a joué dans 30 Rocks. Il est très fort en live stream parce que ses blagues, c'est juste des vraies blagues. Mais quand tu as besoin d'énergie ou quand tu fais des personnages, etc., tu as l'air un peu bête à te filmer avec ton téléphone. Ouais, si tu as plusieurs champs de caméra, etc., ça passe crème. Il y a maintenant, on va s'organiser. Voilà. Écoute, on verra alors, on verra comment ça évolue. Moi, je pense qu'on peut faire donc des live streams qui sont... Des spectacles filmés. On peut voir. Vous êtes dans votre salon, les auditeurs, et nous, on est dans un petit comédie club et il y a des caméras. À chaque fois que j'en ai regardé un, je me suis senti un peu en distance. Maintenant, c'est moi, tu vois. Moi, je préfère les podcasts, tu vois. Faire des podcasts comme ça, moi, je peux écouter des heures et des heures de conversation parce que quand on est seul à la maison, quand dans les transports, c'est tellement agréable. On se sent accompagné avec des voix bienveillantes qui papotent. Ça, je préfère ça que... si tu veux, les spectacles live, j'ai encore un peu de mal. Mais c'est moi. Voilà, c'est moi. Super. Écoute, merci Yacine. C'était un vrai bravo, kiff. C'est la fin de la première dinguerie. C'est la fin de la première dinguerie. Avec toi, c'était un plaisir. Je pourrais rester avec toi, mais des heures. Tu sais dans la vie, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, on est resté 2 heures. Ouais, ça papote bien. Ouais. Mais en fait, c'est ça, la camaraderie. J'ai l'impression que c'est une seule et très très longue conversation interrompue par des moments où on se quitte, mais c'est toujours la même conversation, je pense. Exactement. Merci Yacine. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Yacine Bellous. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon.